Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov est en face-à-face aujourd'hui avec Agnès Thill, députée de la 2e circonscription de l'Oise et auteur de ce livre « Tu n'es pas des nôtres » aux éditions L'Artilleur. Agnès Thill, votre livre m'a beaucoup intéressé parce qu'il pose justement des problèmes dont on parlait un peu plus tôt. Et il pose ce problème, en fait, de la liberté d'expression, d'abord. Il pose le problème, est-ce qu'on peut dire ce qu'on a envie de dire, son avis, tout à fait, ou alors, si on le dit trop fort, eh bien, on se fait exclure. Et il faut savoir que, justement, c'est le titre de votre livre, « Tu n'es pas des nôtres, des quartiers populaires à l'exclusion de la République en marche, les vérités d'une citoyenne libre ». C'est paru chez L'Artilleur. Et c'est un livre tout à fait sincère et de vraie confession, mais au bon sens du terme. Et je voudrais rappeler ceci, c'est-à-dire que d'abord, comment ça s'est passé? Je vous le racontais dans votre livre, mais pour les auteurs du Sud Radio, à qui je recommande ce livre, au fond, à un moment donné, voilà, vous êtes fille d'ouvrier, vous étiez socialiste, à un moment donné, effectivement, vous avez été franc-maçonne, avant de vous reconvertir à la religion catholique. 10 ans, c'est ça, dans la franc-maçonnerie, avant de reconvertir à la religion catholique, enfin, revenir à la religion, disons, enfin, si on veut. Et puis, vous avez fait campagne très fortement pour la République en marche et pour Emmanuel Macron, dont vous vous êtes réjoui au moment de son élection à la présidentielle, très bien. Et puis, il y a eu ce qu'il y a eu, l'histoire de la procréation médicalement assistée et vos prises de position. Je voudrais que vous nous racontiez un peu ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, effectivement, vous avez bien décrit mon parcours jusque-là. La procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, c'est-à-dire pour les femmes en couple lesbiennes et les femmes seules, ce qui pose tout de même de vrais problèmes au-delà du technique, de vrais problèmes éthiques. Il y aura des enfants sans père, des femmes seules on va mettre dans la loi les orphelins de père. Et outre le fait que ça signifie qu'on satisfait un désir. Attendez, ça m'intéresse parce que on va pas faire la discussion toute là-dessus. Il faudrait des tout à fait. Surtout que c'est pas le sujet. Surtout c'est pas le sujet. Non, mais simplement vous insistez dans votre livre. Vous dites attendez, effectivement on peut tout faire parce que moi je me dis, enfin moi aussi je dis écoutez, si une femme ou un couple de femmes ou une femme seule a envie d'un enfant, alors qu'elle n'a pas trouvé le père, au nom de quoi on le lui refuserait? Et vous, ce que vous dites dans votre livre, parce que vous en parlez quand même un peu, vous dites oui, mais l'absence de papa, c'est quelque chose de père, c'est quelque chose de très fort. En tout cas, je considère que ça peut être bien. Ça peut peut-être être désespérant d'avoir un père, mais ça peut être magnifique. Et je ne m'estime pas le droit, en tant que député, de retirer, de priver délibérément quelque chose de quelque chose qui peut être extraordinaire. Mais effectivement, ce livre n'est pas un livre pour ou contre la PMA, puisque il y a d'autres livres bien plus argumentés. C'est surtout, je dirais, un livre de lutte des classes, de liberté d'expression, de problèmes démocratiques et d'état de droit. Parce que, comme vous l'avez dit, j'avais le droit d'être contre la PMA. D'ailleurs, c'est ce que LREM va argumenter. Il y en a qui ont voté contre. Simplement, ils ne voulaient pas que je le dise. J'avais le droit d'être contre, de voter contre, mais doucement dans mon coin, sur le pupitre, mais ne pas le dire à longueur de tweet, à longueur de radio, à longueur de publiquement. Pourquoi ne voulait-il pas que vous le disiez? Eh bien voilà, c'est un vrai problème. Les opinions, la libre expression des opinions. Eh bien, ceux-là même qui disent toujours Charlie, visiblement ne le sont pas eux-mêmes. La liberté d'expression ne vaut que pour les autres, mais ça doit être que dans un sens, et ça doit aller dans le leur. Clairement, on a un problème de pensée unique avec la République en marche. Il faut être comme eux, penser comme eux. Alors si on pense différemment, ma foi, ok, mais en silence et très discrètement. Ah oui, c'est enrégimenté, vous voulez dire. Et complètement, oui. D'ailleurs, je suis ravie, je vois qu'il y en a 3 qui étaient au Burex et qui s'en vont. Ils font la promotion parfaite de mon livre. Parce qu'au moins, ils voient qu'ils sont en train de dire que c'est clanique, qu'il y a une espèce de dictature. Eh bien, c'est parfait, je suis ravie qu'ils s'en aperçoivent. Clairement, moi, quand je m'étais investie, j'étais pour le dépassement de ce clivage gauche-droite. Vous voyez, je n'étais pas du tout gaulliste de cette 5e République binaire un peu. Mais si c'est pour le remplacer par un clivage progressiste, populiste, alors c'est pas un progrès. Alors c'est pas rassembler.
Alors c'est au contraire recréer une lutte des classes qu'on avait réussi à anéantir. Et ils ont tellement échoué à réduire la fracture sociale qu'ils placent les gens dans des cases. Race, religion, genre... communauté, etc. Mais je n'ai jamais entendu parler de race, moi, avant 2017. C'est complètement fou. Et alors, en cela, excusez-moi, mais Marlène Schiappa, c'est une caricature. Elle a encore tweeté il y a 3 jours que gauche égale... que d'être pour la PMA, ça signifiait... la PMA pour tous, ça signifiait être de gauche, voilà. Donc, clairement, elle dit que si on est de gauche, on est pour la PMA pour toutes. Et si on est contre la PMA pour toutes, on est homophobe. Elle fait partie de ceux qui l'ont fait savoir, etc., etc. C'est-à-dire que ça, plus vous avez en même l'impression, temps... Agnès Thiel, qu'on vous a successivement collé des étiquettes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous preniez cette position-là, vous étiez étiqueté non seulement anti-PMA, mais anti-LGBT, homophobe, pratiquement raciste, etc. Ah, mais c'est pas une impression, ça a été ce que j'allais dire, j'ai fait l'expérience d'un harcèlement, et ça continue avec, je vois ce compte anonyme Paris Parose qui continuera, et qui est visiblement en lien direct avec l'organe de contrôle du Parlement, par exemple. Enfin, tout ça, ça vient d'eux, clairement. Évidemment que ça continue. On est dans des étiquettes. On m'a mis dans la case catho, ça permet de discréditer mes propos, alors que ça n'a rien à voir. Évidemment, on nous traite de tous les noms, d'homophobes, etc. Il faut penser comme eux. Et c'est étrange parce qu'ils créent des lois où si vous êtes le contraire, vous êtes criminel. Par exemple, la loi Avia, qui est contre la haine sur Internet. Oui, bon, si vous êtes contre cette loi, on va dire, t'es pour la haine. Voilà. Une loi féminicide contre les féminicides. Elle a été heureusement arrêtée par le Conseil d'État. Hein. Heureusement. Mais voyez ce qu'ils font. Ils créent des lois du fait que si vous ne pouvez pas vous opposer, sinon vous êtes pour un meurtre. Voilà. Mais en quoi alors? Qu'est-ce qui s'est? Mais pourquoi c'est arrivé au stade où on vous a dit, vous le racontez dans votre livre, mais tu n'es pas des nôtres. Non, va-t'en. D'ailleurs, il y a des gens, vous racontez quand même, qui se détournaient quand vous arriviez pour ne pas avoir à vous serrer la main. Ils mettaient les doigts, ils sortaient de l'ascenseur, ils m'insultent. Il y a aucun souci pour eux. Ce sont des députés, des ministres qui font des allusions. Je me souviens d'Olivier Véran, qui est quand même ministre. Ce sont des gens, on peut imaginer qu'ils soient intelligents, ces gens-là. Et je me souviens d'un tweet où il avait mis si c'est le bonheur des enfants qui t'importe, je tiens à ta disposition une étude des États-Unis, entre parenthèses, désolé, c'est pas en latin. Voilà. Est-ce qu'il aurait mis désolé, c'est pas en hébreu, désolé, c'est pas en arabe? Et on va porter plainte contre quoi, là? Contre rien. Ce sont des gens, des ministres, des députés. Je dois le titre de mon livre à Mounir Majoubi. C'est lui qui m'a dit en sortant de l'ascenseur, t'es pas des nôtres, démissionne, etc. Ce sont des députés, des ministres. Clairement. Vous avez eu une réaction d'Emmanuel Macron là-dessus ou pas du tout? Absolument pas, bien sûr. C'est pour ça que je dis il faudra arrêter de dire mais lui il est bien, ce qu'il dit c'est bien, mais c'est les députés. Non, lui et les députés, son groupe majoritaire, c'est exactement la même chose. Non, mais je comprends. Et dites-moi, alors, vous avez là-dessus, et pour parler encore de ça, mais on va continuer à en parler après les informations et avec les auditeurs de Sud Radio. Agnès Thiel, en fait, aujourd'hui, vous êtes toujours députée, vous siégez, évidemment, vous avez un temps de parole réduit. Je sais que vous parlez très souvent, il y a des huées, etc. Enfin, on ne vous a pas ménagé, mais est-ce que vous êtes toujours combattante? Vous avez toujours le moral? Vous êtes toujours prête à vous battre? Ah, complètement. Parce que je suis habitée, je pense, d'une liberté qu'on n'imagine pas. Non seulement je continuerai à me battre, mais avec en même temps, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Quand on dit une chose et son exact contraire, quand on ment comme ça aux gens, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne se mettent pas à croire des mensonges. Ils se mettent à ne plus croire personne, ni rien du tout. Et on explose complètement la société en 1000 morceaux. Je ne veux pas de ça, c'est clair, je ne veux pas de ça. Alors c'est voulu, de sorte qu'ils puissent dire après c'est nous le chaos. Je ne veux pas de ça. Aujourd'hui, il faut recentrer la politique sur la confiance en la capacité qu'a la société à tenir. Parce que médias et gouvernement excitent et inquiètent. Et on sent une tension psychique qui monte. On la voit, on en a parlé, enfin on en parle tous les jours ou presque. Ici, on voit très très bien, regardez ce qui se passe avec le Covid, toutes les informations, on dit tout et le contraire de tout, mais ce que vous dites, vous, c'est qu'il y a une espèce d'entretien, effectivement je dis pas voulu, on va encore nous traiter de complotistes et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, d'ailleurs vous avez remarqué, dès que vous avez une opinion un peu différente, vous êtes complotiste. Ça fait non seulement j'ai remarqué, mais oui. Mais alors, vous, en fait, aujourd'hui, vous disiez quand même dans votre livre, juste un mot, vous disiez, mais après mon mandat, si je ne... Vous comptez vous représenter?
Je ne sais pas à l'heure qu'il est, il est un peu trop tôt. Je vous avoue que dans ma circonscription, on m'invite à le faire. Des gens lambda qui me disent « Ah mais si vous savez comme vous nous représentez ». Je dis « Ah bon, pourquoi ? Parce que vous êtes comme nous. Vous allez au Lidl, puis vous n'êtes pas dans un parti. Les gens ne veulent plus de parti, n'y croient plus. Voilà ce qu'ils ont réussi à faire. » Et donc, vous... Eh bien, écoutez, on va en parler, on va continuer à en parler après les informations. Et avec vous qui nous appelez au 0826 300 300, Agnès Thill reste avec nous et vous pourrez justement l'interpeller et lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous pouvez aussi revenir sur les autres sujets, sur ce qu'a dit le professeur Toussaint, la réalité des chiffres, les 27 décès dimanche par exemple, ou le port du masque obligatoire et un masque préservatif comme l'a signalé un certain pompier. Voilà, vous pouvez réagir, à tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkoff est dans tous ses états avec Agnès Thill, son invité qui est député de la 2e circonscription de l'Oise, ex-LREM et auteur de ce livre « Tu n'es pas des nôtres » aux éditions L'Artilleur. Eh bien, Agnès Thill, avant de donner la parole aux éditeurs qui dialogueront avec vous et sur tous les sujets, quelque chose, je voulais demander. Aujourd'hui, vous êtes donc non inscrite. Vous êtes. Je l'ai été pendant 1 an. Et depuis fin juin, j'ai intégré le groupe UDI et indépendant parmi les indépendants du groupe. C'est ça, UDI indépendant, d'accord. Donc vous parmi êtes les dans indépendants. D'accord. Et pour vous aujourd'hui, franchement, le combat politique tel qu'il se passe en ce moment, au-delà de votre cas, vous allez vous battre. Pourquoi ? C'est-à-dire, vous voulez vous battre, vous disiez juste avant les informations, vous disiez justement, le pays est fragmenté, etc. Comment pourrait-il, selon vous, se réunir à nouveau, si c'est possible encore ? Moi, j'ai vraiment envie de me battre pour que vive la démocratie et pour que vive l'état de droit. Comment ressouder ce que cette majorité a explosé ? J'ai envie de dire avec l'état de droit. Quand vous voyez Mila, la jeune Mila, quand vous voyez, c'est un collègue, qui est aujourd'hui caché pour avoir effectivement... Louis de Ravenel qui ne peut pas prendre son travail, où il était prévu, voilà le Dragon. Non, il l'a pris. Mais il n'a pas eu le titre qu'il avait. Non mais attendez, juste un mot. Vous dites état de droit. Le problème de l'état de droit, c'est que c'est très très joli sur le papier et en théorie, mais on peut le contourner comme on veut. On dit la France vit dans un état de droit, certes. Parce qu'il y a ces lynchages médiatiques et via les réseaux sociaux, où du moment qu'on est à plusieurs, aujourd'hui on cède à la pression et on a peur. C'est ce qui se passe pour Mila, c'est ce qui se passe pour 1000 choses, c'est ce qui s'est passé pour De Rugy, c'est ce qui se passe pour moi. Je pourrais même pas reprendre mon travail. Alors qu'il n'y a rien, aucun fait. On s'est mis à céder à la loi du plus fort. Et ça, c'est dramatique. Il faut remettre en place l'état de droit. Surtout que vous n'avez pas eu, vous, une poursuite ou pénale ou rien. Mais nenni, pas du tout, comme vous dites. Et imputer à quelqu'un un délit duquel il n'a jamais été condamné, c'est porter à sa considération et à son honneur en vertu dans le sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Du tout. On n'est plus en état de droit et ça, c'est très inquiétant. Il faut remettre l'impunité et l'autorité clairement. Et oui, vous êtes nombreux à nous appeler déjà au 0826 300 300. On va donner la parole à Christophe qui nous appelle de Noisy-le-Sec. Bonjour Christophe. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Madame Thill, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour Monsieur. Je revenais sur les dires de Monsieur Toussaint et du lieutenant-colonel de pompiers. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une société d'hypocondrie hypnotique suggérée, on va dire, par les médias. Et qu'aujourd'hui il n'y a plus de réalité de la chose. Oui. J'ai fini récemment l'opus 2 de Aldous Huxley au retour du meilleur des mondes. Le meilleur des mondes, oui. Le retour, le retour, oui, absolument. C'est vraiment l'analyse de la société actuelle, mais en 1951, quoi. Et c'est complètement hallucinant qu'aujourd'hui, Madame Sibeth Ndiaye continue de mentir sur ses mensonges de l'époque au Sénat. C'est incroyable. Ah oui, les Français ne sont pas de culture scientifique. Ils n'ont pas de culture scientifique. Vous savez quoi, l'autre jour, je me suis pris la tête avec un gars dans un bar, que je connais, et que, soi-disant, je raconte que des conneries parce que je regarde pas les mêmes médias que lui, c'est-à-dire, lui, c'est BFM et CNews. Voilà, point barre. Donc, moi, je lis tout, je lis à l'international, je lis en Israël, en Iran, aux États-Unis, au Canada, enfin bon, un petit peu de tout. Et je comprends pas que les gens se fassent manipuler comme ça. Et ils sont inconscients, totalement. Ils se font driver, en fait. Ils se font driver. Et
Et ce que je ne comprends pas, c'est que, comme disait le lieutenant-colonel, la climatisation dans les hôpitaux, en Chine, au tout début de l'épidémie, ils ont compris l'affaire. Donc ils ont coupé les climatisations, ils ont séquencé les étages individuellement. Ce que j'imagine, on n'a pas fait dans les EHPAD. On n'a pas l'impression. J'ai un doute. Et donc toutes ces mesures sanitaires qui ont été prises à rebours, parce que le masque, il suffit d'aller chercher sur l'ANSES, il y a un rapport qui date de 2015 mais sorti en 2018 sur l'inutilité du masque dans la population générale. Et donc tout ça, toute cette acculturation, comme disait Madame Sivette Ndiaye, c'est sûr que nous ne l'avons pas. Enfin, pour une grande partie de la population. La seule information crédible, c'est les médias. Il va falloir qu'ils se remettent en considération, les gens, parce que là, ils se font gravement manipuler. Et vous croyez, juste Christophe, vous pensez que beaucoup de gens, il faut que la majorité des gens, ce que vous sentez de vous, on fait pas de sondage là, etc. Mais est-ce que vous pensez que la majorité des gens sont manipulés, ou il y a beaucoup de gens maintenant qui s'aperçoivent de ce qui se passe? Il y en a beaucoup qui s'en aperçoivent. Alors moi, je suis un youtubeur qui a été dégagé par YouTube parce que, soi-disant, il crachait sur l'OMS, et dans la condition générale de YouTube, maintenant, il ne faut surtout pas cracher sur l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé. Ah oui. Sylvano Trotta, comme le docteur Trotta qui officie en Espagne. Mais c'est un homéopathe qui officie en Espagne parce qu'en France, il lui a interdit de faire son homéopathie. Et donc, Sylvano Trotta, on lui a coupé la bouche. Et pourtant, lui c'est pareil, il allait un peu partout au niveau international, sortir des rapports médicaux, CDC, plein de choses qui allaient dans le sens à contre-bourg justement de l'information en France, quoi. Si vous dites des choses, voilà, on vous coupe le sifflet au nom de l'état de droit d'ailleurs. Nazis, fascistes, la totale quoi. Comme d'habitude, mais bon, ça, moi des adjectifs comme ça, je les prends. C'est comme dirait une médaille pour certains. Absolument. Donc, voilà. Mais bon. Merci Christophe, oui, ça vous en touche une. Il faut contribuer à réinformer les gens et à leur prouver le contraire. Alors il faut adhérer à l'association Réaction 19 de l'avocat Brosa aussi, pour pouvoir activer... Écoutez, c'est ce qu'on essaie de faire nous ici aussi, et on va continuer de toute façon avec vous et avec beaucoup d'autres. Vous voyez Agnès Thiel, les libertés d'expression, ça fuse, voilà ce que nous disait Christophe sur un certain nombre de gens. Dès qu'ils disent quelque chose qui n'est pas dans les clous, qui n'est pas dans les balises, qui n'est pas dans le format, et bien voilà. Tout à fait. Et on a construit cette société-là depuis 50 ans, est-ce que c'est depuis 68, mais on a construit cette société d'individualisme, clairement. Et là, aujourd'hui, si le baril d'essence n'augmente pas, on peut passer ce qu'on veut là au Parlement, ce qu'on veut. Et c'est catastrophique. Les médias sont clairement dirigés. Je me souviens au mois de mars, cette page Désinfox, je m'étais insurgée en OQAG, vous savez, les questions au gouvernement, où le gouvernement avait mis sur son site une page qui triait l'information. C'est toujours pour notre bien. Et sur cette page, n'est-ce pas, la bonne information, c'était Le Monde, Libération, 20 minutes et France TV 4. Bref, on s'est indigné, beaucoup de vos collègues, de gens journalistes se sont indignés et ils ont retiré la page. Je me suis dit comme quoi on avait raison et comme quoi on a intérêt à surveiller tout. Il faut s'indigner, il faut réagir, c'est toujours pareil. Ne pas se laisser faire, ni encore moins laisser faire. Et continuez de nous appeler 0826 300 300, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio Berkov dans tous ses états. André Berkov est toujours dans tous ses états avec son invité Agnès Thiel, députée de la 2e circonscription de l'Oise et auteur de ce livre Tu n'es pas des nôtres aux éditions L'Artilleur. Et puis vous êtes tous là aussi qui nous appelez au 0826 300 300. C'est le cas de Marcel qui nous appelle du Vaucluse. Bonjour Marcel. Oui, bonjour. Oui. Alors attendez, je vais couper mon haut-parleur. Oui, bonjour Monsieur Berkov. Bonjour. Donc j'ai deux choses sur lesquelles je voudrais intervenir. D'abord, j'ai écouté Madame Agnès Thiel. J'avais plutôt l'impression qu'elle nous parlait de la scientologie que d'un parti politique. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et la deuxième chose, je voulais vous donner peut-être une information que vous n'auriez peut-être pas eue, mais ce matin, il y avait Renaud Muselier et le professeur Parola qui était chez Pascal Praud sur CNews. Ouais. Et le professeur Parola a dit que l'hydroxychloroquine avait été plus employée sur la région
parisienne que sur la région de Marseille. Marseillaise, oui. Ça ne doit pas être complètement faux, ça. Ça doit être complètement faux. Vous savez, sur l'hydroxychloroquine, on va revenir, on en parle beaucoup, nous, à Sud Radio et dans Berkov, dans tous ces états, sans prendre parti, mais je peux vous dire deux informations, d'ailleurs. C'est qu'en Australie, interdire l'hydroxychloroquine devient un délit. Carrément un délit. Et puis beaucoup plus proche de nous, le Spiegel, qui est un des plus grands hebdomadaires allemands, a dit que l'Allemagne a utilisé à dose massive l'hydroxychloroquine, et on voit les résultats évidemment sur le plan de la mortalité allemande, même par rapport à la mortalité française. Et quand on pense que c'est chez nous qu'on l'a interdit, ou en tout cas qu'on l'a classé comme substance vénéneuse. Voilà. Merci, monsieur Berkov, de ces deux informations. Voilà. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir Marcel, et on retourne au 0826 300 300. On donne la parole à Yves qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Yves. Oui, bonjour. Alors Yves ne sait peut-être pas qu'il est en ligne. Vous êtes en train de manipuler votre téléphone là. Allô ? Oui, allô ? Yves ? Allô, c'est à moi ? Oui, c'est à vous, absolument. Oui. Alors, il y a une question. J'ai bien écouté le professeur Toussaint et Madame Thiel, qui ont à juste titre parlé des chiffres truqués et des dérives de la démocratie. Alors, il y a une question évidente, mais qui reste évitée et qui revient en force, c'est la question de l'offre de soins. Ce qui est frappant quand on regarde les choses du dehors, c'est le contraste entre l'offre de soins de l'IUH Marseille, qui est parfaitement lisible, et celle de l'hôpital public, par ailleurs, qui d'une façon générale reste parfaitement opaque. Voilà. Alors, 3 mots: offre de soins, lisible ou opaque. Point d'interrogation. Et vous voulez dire que l'un est transparent et l'autre ne l'est pas, c'est ça? Oui. D'accord. Et bien entendu, c'est l'offre transparente qui est critiquée. Oui, bien sûr. D'accord. Et vous aviez un autre point, ou c'était sur l'accès aux soins. Mais vous avez raison. Mais le problème, si vous voulez, c'est que dès le début, je crois, les débats ont été faussés, truqués, parce que ça s'est concentré sur pour ou contre Didier Raoult. C'est-à-dire qu'au lieu de voir ce qui se passait vraiment, c'était effectivement, la France était divisée en 2 camps, c'était l'affaire Dreyfus médicale, c'était, vous étiez ou pour, ou alors les autres, et intéressant, c'était le charlatan, le bruit fou. Encore aujourd'hui, on a des philosophes médiatiques, des faux philosophes ou vrais médiatiques, qui disent oui, Marseille est tenu par un fou, etc. Et puis vous avez les autres qui disent attendez, voyons les résultats, voyons ce qui se passe. Enfin voilà, on est effectivement dans une discussion totalement irrationnelle et symbolique, et malheureusement, ça arrive souvent aussi dans d'autres domaines. Agnès, vous vouliez ajouter quelque chose? Effectivement, ce gouvernement place tout le monde dans une société binaire, pour ou contre. Il n'y a pas de gris chez eux, c'est blanc ou noir. C'est, à mon avis, voulu pour les prochaines élections, de sorte qu'il y aurait progressistes, populistes, mais ça n'est pas rassemblé et ça n'est pas un progrès. D'accord. Clémence. Oui, on retourne au standard 0826 300 300. Vous connaissez évidemment ce numéro de téléphone par cœur. Et Thibault l'a composé. Bonjour Thibault. Bonjour. Oui, bonjour Thibault. Moi, je voudrais poser à Madame Agnès Thiel une question sur les mineurs étrangers non accompagnés qui ont justement fait l'actualité avec ce second drame à Charlie Hebdo et un principal suspect qui vraisemblablement n'était pas plus mineur que Laurent Fabius. Alors, on a François-Xavier Bellamy, donc l'eurodéputé LR, qui a dénoncé une grande hypocrisie en disant que la mairie de Paris ne voulait pas faire des tests, et en fait finalement personne ne veut vérifier si les mineurs étrangers non accompagnés sont réellement des mineurs, et on arriverait vers un chiffre de 60% de ces mineurs qui ne le sont absolument pas. Alors moi je voudrais demander tout simplement si des tests doivent être mis en place. On a beaucoup parlé des tests osseux, ou quel genre de mesures doivent être prises par l'État, par la mairie, pour faire face à ce problème qui est grandissant et qui n'est plus qu'un problème de sécurité, mais également un problème terroriste finalement.
Agnès Thiel. Bonjour monsieur, merci pour votre question pertinente. Effectivement, je plaide pour ces tests et je vais rédiger une PPL pour qu'il y ait ces tests. Ces tests, un médecin peut tout à fait dire si les terminaisons osseuses sont achevées et si c'est ou pas, les phalanges, si elles sont achevées ou pas. Et si c'est le cas, ça signifie que l'individu a autour de 20 ans, donc il n'est pas mineur. C'est un vrai problème parce que tous les départements ont des problèmes avec ces MNA qui n'en sont pas. Mineurs non accompagnés. Les mineurs non accompagnés, oui, excusez-moi. Qui n'en sont pas dans l'Oise, par exemple, nous avons le problème comme ailleurs. 18%, vous savez, surtout ceux qui doivent retourner à la frontière. Clairement, 11% seulement y retournent. Dans l'Oise, on est bon élève, 18% y retournent. Mais il y a 2 ans, on disait que ça allait nous exploser à la figure. Et effectivement, ça commence à le faire. On a un tiers des mineurs, là, tout le monde voit qu'ils sont mineurs, ils sont placés en famille, ils vont à l'école, parfait. Et puis, on a un tiers de mineurs, clairement, ce sont des hommes. On a des mineurs aux cheveux blancs, on a des mineurs de 35-25 ans. Donc évidemment qu'ils ne sont pas en famille, ils ne sont pas à l'école, et ils sont dans des hôtels que l'on paye très cher. Le département de l'Oise, en 2019, a dépensé 20 millions d'euros. La politique pour les mineurs, pour les MNA, la politique migratoire n'est pas une compétence du département, c'est une compétence de l'État. Par contre, en revanche, ce qui est une compétence du département, c'est l'enfance. Et à partir du moment où le département a une ordonnance, occupez-vous-en comme d'un mineur, il est bien obligé de le faire. Donc, ils sont en hôtel ou dans des studios que le département paye très cher. C'est de l'argent qui ne va pas aux enfants, à l'enfance. Et évidemment, maintenant, ça fait 2 ans, ça explose. En l'occurrence, mettez des jeunes de 25-30 ans, seuls, non accompagnés, dans une chambre d'hôtel. Évidemment que ça finit par faire des bêtises, évidemment. Donc moi, je suis vraiment favorable à ce qu'il y ait des tests pour qu'un médecin puisse dire si les terminaisons osseuses sont terminées. Je pense que le droit nous répliquera, et elle risque fort de me répliquer, qu'il faut le consentement de l'individu. Eh bien, excusez-moi, mais est-ce qu'on demande votre consentement ? Pourquoi il faut le consentement de l'individu ? Eh bien, mais parce que, à mon avis, c'est ce qu'ils me répliqueront. Mais ça fait rien, j'insisterai. Vous savez, je suis une tête dure et j'insisterai. Mais en quoi est-ce qu'on demande votre consentement quand vous passez dans les portiques de l'aéroport ? Donc, j'insisterai. Mais effectivement, c'est un large problème. À suivre, absolument. Et on donne la parole à Yvette. Bonjour Yvette. Bonjour. Oui, bonjour Yvette. Bonjour messieurs, dames. Donc oui, je voulais dire, ça n'a rien à voir avec ce que disait la dame tout de suite, mais voilà, mon beau-frère revient de Tunisie, donc il est parti de Monastir. À Monastir, on lui a juste pris la fièvre, et quand il est arrivé à Paris, j'ai dit alors qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Dit rien. A dit le mec qui jette les bagages comme d'habitude sur le tronquet, on attrape nos valises et puis nous on part. Voilà, aucun contrôle, rien du tout, ni test, ni fouille, ni mouille. À l'aéroport, rien du tout à l'aéroport, rien. Rien du tout. J'ai dit, attends, il n'y a pas de cas en Tunisie. Il y en a plein partout. Puis alors, le service médical en Tunisie est pas facile. Bon, ça, je voulais dire ça. Deuxièmement, je voulais dire, un jour sur votre antenne, j'ai entendu un professeur dire si ça reprenait l'épidémie, il n'y aurait pas autant de morts, parce qu'au lieu de les mettre en réanimation, au bout de 4-5 jours qu'on verrait qu'ils aient des difficultés, on ferait venir l'oxygène chez eux. Voilà, donc je n'entends pas que l'oxygène va chez eux, je pense que la réanimation. Et pour terminer, je fais du théâtre, et l'autre jour on a fait notre forum des associations. J'étais avec un de mes compagnons qui lui est infirmier libéral. Il y a une dame qui tenait un stand sur le Laos, elle est venue nous trouver en lui demandant quand il y avait des médicaments en trop, qu'est-ce qu'ils en faisaient. Alors lui, il a dit avant... Il dit, soi-disant, on les ramenait à la pharmacie, même des médicaments qui coûtent 1 000 €, qui m'a dit. Après, alors qu'est-ce qu'ils font ? Eh ben, les pharmaciens leur répondent, non, maintenant on les distribue pas, on les trie pas, on les brûle parce que sinon ça ferait corps du chômage et les labos nous payent pas pour ça. Voilà ce qu'ils ont dit. Alors la dame, elle a dit, écoutez, emmenez-moi-les en direct, on prend 35 kilos dans notre sac et on ira. Voilà des aberrations qu'on entend partout. Donc alors les pharmacies nous disent de recycler, ils brûlent les médicaments. L'autre, il n'y a pas de contrôle aux aéroports. Et puis, pour terminer, ce professeur qui a dit ça chez vous, pourquoi il ne met pas en application ce truc au bout de 3-4 jours, quand les gens ne sont pas très bien, de les mettre sous oxygène. Voilà, c'est tout, monsieur Bercot. Très bien, mais merci madame. Écoutez, on va vérifier, parce qu'en tout cas, c'était pas dans mon émission, mais on va vérifier. J'ai entendu ça à une émission, j'en suis certaine. Oui, non, mais sûrement, mais on va vérifier, on vous répondra là-dessus, mais c'est intéressant. On va interroger un professeur, en tout cas, ou un docteur là-dessus. Et pour les médicaments, c'est sûr, c'est brûlé.
Ils ne les recyclent pas du tout. Hein. Intéressant, ça aussi, intéressant. Oui, oui. Comme quoi, c'est vraiment une gestion managériale remarquable. Hein. On devrait leur donner le prix du grand entrepreneur. Hein. Voilà. Puis, non, il y aura repos dedans, ça ferait du chômage, et puis les laboratoires, comment ils marcheraient. Voilà. Alors, là, bien sûr. C'est pour le laboratoire. Vous savez que c'est terrible. On va relancer un téléthon pour les laboratoires. Les pauvres, ils sont dans un état de faillite absolue. Merci. Merci, Josette. Merci beaucoup, monsieur, de vos émissions. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Yvette. Et puis, faites comme Yvette, composez le 0826 300 300. Et vous pouvez aussi toujours poser des questions à notre invité, Agnès Thill. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et André Berkov est toujours dans tous ses états avec son invité Agnès Thill, auteur de ce livre Tu n'es pas des autres aux éditions L'Artilleur. Et puis avec vous, qui avez composé le 0826 300 300, c'est le cas de Frédéric qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde et félicitations à Madame Thill pour son courage. Au sujet de la polémique autour de Raoult et consorts, je voudrais rappeler la thèse de médecine de Louis-Ferdinand Céline qui s'appelait le docteur Détouche. Vous vous souvenez, sur André, ça s'appelait Semmelweis, voilà. Absolument. Vous vous souvenez ce qui lui est arrivé? Il est devenu fou, il est mort en hôpital psychiatrique. Et tout ça parce qu'il recommandait aux gens de se laver les mains. Ça nous renvoie exactement à la situation actuelle. C'est bien de le rappeler, ça, Frédéric, c'est vrai. Tout à fait. Intéressant, oui. Tout à fait, mais je crois que vous savez, André et Madame Thill, la bêtise perd les pédales et la bêtise s'énerve parce que je pense qu'elle est en train de perdre au bout du compte. Et finalement, tous les gens de courage et de bon sens vont gagner. Et je crois qu'ils vont gagner assez vite parce qu'à l'époque de Semmelweis, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc je pense que tout ça va aller très vite et on tirera la chasse et on passera à autre chose. Eh bien, écoutez, voilà. on vous entend et nous allons y contribuer aussi. Comme vous. On appuie sur le bouton de la chasse et puis on donne la parole à Florent. Je vous en prie, Clémence, incroyable. Et on reste toujours à Toulouse, on donne la parole à Florent. Bonjour Florent. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien Florent, on vous entend. Oui, j'avais une question pour Madame la députée, parce que je l'écoute depuis tout à l'heure. Oui. Et en fait, je suis assez surpris par sa réaction, en fait, car vu son parcours d'abord au Parti Socialiste, puis apparemment franc-maçon, comment a-t-elle réussi à changer tout et de se rendre compte un petit peu du côté dictatorial de ces gens-là? Qu'est-ce qui s'est passé en elle pour réussir à ouvrir les yeux? Parce que c'est sa surprise, en fait, qui me surprend plus que sa réaction, qui semble tout à fait logique. Vous savez, Agnès Thill, c'est intéressant. Vous étiez effectivement à gauche, vous êtes fille d'ouvrier, vous l'avez écrit dans votre livre d'ailleurs. Vous avez été au Parti Socialiste, vous avez été franc-maçonne. Et on vous demande alors pourquoi vous êtes surpris. Vous avez déjà rencontré, est-ce qu'au Parti Socialiste, disons pour être précis, vous n'avez pas rencontré le même type de comportement qu'à LREM? Pas du tout. D'abord, ce n'est pas changer d'un pouce, justement. Quand je disais à un moment dans mon livre, je dis c'est LREM en ce moment, c'est le Parti Socialiste que j'ai connu en 91. Donc en 91, j'ai quitté en 91 au Congrès de Rennes, parce que là, ça devenait terrible au niveau des courants et d'une violence inouïe. Mais je disais que LREM est pire que le PS que j'ai connu en 91. Alors pourquoi? D'abord parce que dans le PS de 91, il y avait des militants, ce qui n'est pas du tout là. Là, on a un groupe de start-up de jeunes, enfin, ça n'a rien à voir. Et puis surtout, il y avait des courants qui pouvaient exister. Alors peut-être avec une violence inouïe, mais il y avait les Jospinistes, il y avait les Fabusiens, il y avait les Rocardiens, etc. Là, il n'y a aucun courant, il n'y a aucun parti, il n'y a aucune idéologie qui nous soude. On a un gars qui s'appelle Emmanuel Macron, qui s'est retrouvé un jour tout seul dans une péniche avec 6 copains autour de lui. C'est Adrien Taquet qui a trouvé le nom d'En Marche en disant clairement il faut qu'il y ait tes initiales dans le nom du parti pour que de manière subliminale on te voit. C'est un monsieur. EEM, etc. Et puis ensuite un peu plus de personnes, mais ça n'a pas. C'est pas une idéologie. Moi qui viens justement de toute la culture ouvrière du siècle dernier. Là, je peux vous parler de la SFIO en 36, enfin des premiers congés payés. Ça n'a rien à voir avec tout cet élan-là, ou bien la droite, le gaullisme. Pourquoi alors justement, Agnès Thill, c'est intéressant parce que votre parcours est vraiment intéressant. Pourquoi d'abord, à votre avis, les socialistes on revient, la gauche a perdu le peuple depuis longtemps, c'est pas nouveau. Pourquoi ont-ils
trahis, ou si on ne veut pas employer le mot trahi, pourquoi se sont-ils absolument séparés du peuple? Justement, vous parlez du Front Populaire, vous parlez de 36, bon, mais sans aller jusque-là. Est-ce que c'est Mitterrand? Est-ce que c'est ça? Est-ce que la gauche a épousé le capitalisme et s'est dit, en fond, on va être très bien avec ça? À votre avis? Je pense qu'il y a Mitterrand, c'est sûr. Je pense qu'il y a l'après 68. Il y a aussi cet ascenseur social qui fonctionnait, dans le sens où moi, mon père était ouvrier, par exemple. Mes frères qui étaient aînés, franchement, pouvaient aller un peu plus que le bac, et pour lui, ça le dépassait. Au-delà du bac, des gens ont amené au bac. Donc, cet ascenseur social, dans mon temps à moi, fonctionnait. Ouais. Qu'il ne fonctionne absolument plus, et ça, c'est depuis 40 ans, où on a nivelé. Quand on me dit comment vous en êtes arrivé là, parce que l'école est le reflet de la société. Et du coup, en étant le reflet de ces sociétés, je suis allée de la gauche un peu vers la droite. Et je me suis déplacée pour aller voter Juppé au primaire de la droite, et pas du tout au primaire de la gauche, car j'étais contre ce revenu universel. Et je vois qu'LREM veut remettre ce revenu universel, d'ailleurs. L'école étant le reflet de la société, depuis 40 ans, l'ascenseur social n'est plus du tout à l'école. Au contraire, à force de s'adapter, j'avais lu dans le temps La Fabrique du crétin, mais on y est. Oui, et elle prolifère, Allez, on retourne au standard 0826 300 300. On donne la parole à Jean-Michel qui nous appelle de Rennes. Bonjour Jean-Michel. Oui, bonjour Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour André. En fait, moi je vous ai vu interviewant le ministre de la Santé, M. Véran. Oui. Ah non, Véran, non. Ah non, alors ça, c'est pas moi. J'ai jamais interviewé le ministre de la Santé. Non, je vous le dis, mais j'aurais pu, hein. Je suis pas coupable. Autant pour moi. Et en fait, j'ai fourché. En fait, je vous ai proposé de l'interviewer. Donc, ça serait pertinent, parce qu'après, c'est que le professeur Toubiana a dit, autant pour moi, le professeur Toubiana a dit que il prend des décisions contraire à l'intelligence. Moi, je suis médecin. Oui. Je suis obstétricien. Oui. Gynécologue, donc je fais des césariennes, je fais des échographies. Oui. Quand vous dites des choses que vous ne voyez pas sur l'écran, vous faites une césarienne, vous dites le contraire, c'est contraire au bon sens. Bien voilà. sûr. Donc là, j'ai entendu La Fabrique du crétinisme, mais non, je n'irai pas jusque-là. Non, mais c'est vrai on peut se poser la question, si vous voulez. Quand la ministre des Sports dit oui, mais on a traité ça, on n'est plus dans la réalité, on est dans autre chose. Quand on entend effectivement tel ou tel, enfin, vous êtes du corps médical, et vous savez, on dit à un moment donné, mais les masques, ça sert à rien. On a dit ça pendant 2 mois, on dit le contraire, etc. Enfin, c'est quand même assez hallucinant, parce qu'il y a la vie de gens là-dedans. Et au lieu de se dire, écoutez, moi, au stade où on en est, on ne sait pas. Quand je vois, vous savez, moi je vous le dis, en tant même que journaliste, quand je vois à la télévision ou à la radio, il m'arrive de participer à des débats où je vois des gens qui sont des généralistes, qui n'ont rien à voir avec l'infectiologie, ni l'épidémiologie, ni la virologie. Je veux dire, ils n'en savent rien, et ils parlent, et ils traitent. Mais je veux dire, moi je ne me permettrai absolument pas, je ne suis pas médecin, et je ne me permettrai absolument pas de donner un jugement sur tel ou tel protocole. Je ne suis pas armé pour ça, mais j'écoute comme vous, comme tout le monde. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens-là, y compris les politiques, ont sans le besoin de parler tout le temps. Rappelez-vous, Buzyn qui disait, mais non, Wuhan, c'est très loin, il n'y aura jamais, chez nous, ça n'existera jamais. Les tests, mais non, il n'y a pas de tests, c'est pas la peine pour les tests, alors que tous les laboratoires, vous rappelez-vous, vétérinaires, étaient là, mais disaient, on peut faire des tests. Aujourd'hui, on fait des tests à tout le monde, et on confond quand même les cas positifs avec les malades ou les morts. Enfin, c'est quand même n'importe quoi. Même moi, on a un peu de bon sens, on voit très bien que ça n'a rien à voir. Mais comment vous êtes, docteur, c'est grave, docteur, ou pas? André, vous êtes un gentilhomme, hein, au sens de Molière. Honnête, qui connaît ses limites, avisé, prudent. J'essaye. Au sens napoléonien. Mais là, Madame Buzyn, médecin comme moi, attention, elle a la casquette, non pas de médecin, mais de politique. Rappelez-vous, une navette américaine a explosé au retour d'une mission sur une question de détail. On a demandé au directeur de la NASA, donc qui était en même temps le chef des opérations, puisqu'il est ingénieur. On lui a dit, bon, oui, ça c'est l'ingénieur, mais
portez maintenant la casquette de l'administrateur et puis vous êtes américain. Vous pensez tout le prestige qu'on aura, les enfants qui sont dans le bush australien ou dans le bush du Kenya, qui vont avoir des cours venant de l'espace. Ouais. Alors, elle part ou elle ne part pas? Il a dit, je le sais comment, parce que mon ex, la mère de mes enfants, a fait sciences politiques à l'ULB, donc à l'Université libre de Bruxelles. Et elle avait des cours, des séminaires entre 19h et 21h, où il y avait des ambassadeurs qui venaient, Monsieur Ferry, qui allait donner cours là-bas. Non, mais... Eh bien, c'est comme ça qu'on a le débriefing. Alors, si vous avez la casquette ingénieur, il a dit non, elle ne part pas. Mais avec la casquette de l'administrateur, le prestige politique, eh bien, on a vu. Et ça, parce qu'il y avait une tuile, une seule, non, bien sûr. le savait. Bien sûr. Non, mais vous posez le vrai. Vous posez le vrai problème, c'est est-ce qu'on raisonne avec administrateur ou on raisonne avec politique? Moi, je dirais on raisonne en citoyen. On raisonne en citoyen et on met sa morale et son honneur avant tout. Je crois. Je crois. Merci, ce que j'ai fait aussi, André. Bravo. Et c'est pour cela que, en téléphonant, j'ai suggéré, je dis bien suggéré, eh bien, écoutez, on verra. Vous l'invitiez. Eh bien, je vais l'inviter. Écoutez, je vais l'inviter, on verra. Je vous tiens au courant. Merci beaucoup. Au revoir. Merci encore, Jean-Marie, en tout cas. Et puis, on donne la parole à Bernard, qui nous appelle du Tarn-et-Garonne. Bonjour, Bernard. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, je suis toujours content de vos émissions, même aujourd'hui, évidemment. Je voulais intervenir sur le conte de fées, la réunion sur une péniche de Monsieur Macron. Je viens d'avoir les Wikileaks publiés sur Macron. Oui. Je peux vous assurer, quand on voit la liste des donateurs, eh bien, on est un petit peu étonné, quand même, de voir qu'il y a eu Soros, il y a eu Bill Gates, et puis pas pour des petites sommes. Même Obama a financé la campagne de Macron, d'accord. Donc voilà, je pense qu'un jour il faudra faire une émission là-dessus, parce que le conte de fées que Macron est arrivé comme ça, tout seul. Non, c'est pas ce que disait Agnès Thiel. Elle disait simplement que pour choisir le nom de En Marche, ils se sont réunis sur une péniche. Mais le reste, effectivement, on ne bâtit pas un mouvement comme ça avec 3 francs et 6 sous. Même au moment des francs, on est bien d'accord. On est d'accord, voilà. C'est pour ça que je voulais intervenir. Merci. Voilà, merci. Allez, bon courage à tous, parce que c'est formidable tout ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup, Bernard. Et puis faites comme Bernard. Oui. Continuez de composer le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants. Et Agnès Thiel reste avec nous. À tout de suite. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états. André Berkhoff est toujours dans tous ses états avec son invité Agnès Thiel, députée de la 2e circonscription de l'Oise, ex-LREM et auteur de ce livre « Tu n'es pas des nôtres » aux éditions L'Artilleur. Et vous aussi, vous êtes dans tous vos états et vous nous appelez au 0826 300 300. C'est le cas de Pierre qui nous appelle de Marmande. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Berkhoff, merci, ça fait du bien de vous écouter. Alors, du coup, je suis dans tous mes états, mais c'est positif. C'est une question que je voulais poser à Madame la députée. Oui. Elle a dit que son département, alors je suis assis heureusement, dépensait chaque année 20 millions d'euros pour l'hébergement en hôtel d'accueil des immigrés, c'est bien ça ? Alors, ce n'est pas chaque année. En 2019, le département de l'Oise a dépensé 20 millions, effectivement. 20 millions. Et depuis 2017, c'est exponentiel. C'est-à-dire que ce n'était pas 20 millions en 2017. C'était moins, c'était 17 ou 15. Vous vous rendez compte de la somme? Mais non seulement on s'en rend compte, mais... Mais c'est ça. Et la contrepartie, c'est quoi? Justement, le problème est que nous voudrions, j'aimerais bien qu'on puisse déterminer si ces gens-là sont mineurs ou pas, car ils ne le sont pas. Et clairement, la politique migratoire n'est pas du ressort du département, mais du ressort de l'État. Et tous ceux qui ne sont pas mineurs, qu'ils soient retournés au ressort de l'État et donc qu'ils n'arrivent pas dans les départements. Car 18% seulement retournent à la frontière. Et on a un vrai problème avec les mineurs qui n'en sont pas et qu'on ne loge pas en famille et qu'on ne met pas à l'hôtel. Vous ne mettez pas un garçon qui est devant
devant vous et qui ressemble plus à un homme, voire qu'à des cheveux blancs, ni à l'hôtel, ni dans une, dans une famille, ni à l'école. Le coup, il a raison, Pierre. Nos contemporains, ils devraient quand même écouter plus souvent l'émission, parce que moi, je suis dans l'enseignement, mais vous vous rendez compte, au niveau de l'enseignement, ce qu'on peut faire avec ça, mais c'est exactement au niveau de la construction, au niveau de nos personnes âgées, mais vous vous rendez compte, la somme. C'est exactement ce que dans je l'Oise, dis. Il faudrait prendre des fours, je ne peux aller à la préfecture pour manifester, enfin, il y a un problème là. Mais c'est exactement ce que je dis, les 20 millions pourraient passer à l'enfance dans l'Oise pour les amener à la bibliothèque ou que sais-je, 1000 autres choses. Et le coût des fourches, hélas, lorsque la présidente du département reçoit l'ordonnance de s'en occuper, puisqu'on considère qu'ils sont mineurs, puisqu'elle a une ordonnance, elle est bien obligée de ça. Elle est bien obligée de faire. Et donc, elle les met à l'hôtel, on ne sait plus quoi en faire. Le département, comment il fait ? Eh bien, c'est bien le problème. Le département est obligé de mettre ça en priorité. Vous imaginez, mais vous avez raison, Pierre. Sinon, donc, je vais téléphoner en Australie. J'ai un ami qui est pour savoir si vous avez dit si c'était bien exact là pour l'hydroxychloroquine. Ah oui, vous pouvez vérifier. Voilà. Et moi, je suis un biologiste à la retraite. Je connais bien le sujet, donc voilà, voilà. En tout cas, j'ai travaillé avec le professeur Raoult il y a 30 ans sur les rickettsia. Les rickettsia sont une bactérie un peu spéciale qui donne une maladie. Donc je connais bien et je peux vous dire que voilà, je lis aussi les publications. Depuis le début, je suis ça pas à pas et je lis tout ce qui s'écrit, enfin pas tout, une partie des communications scientifiques, c'est mon métier aussi. Et voilà, et bon, je suis d'accord avec lui, voilà, et puis avec tout ça aussi. Mais écoutez, en tout cas, vous voyez, on apprend des choses. Avec l'Australie, je vais appeler. Tout à l'heure, je saurai si je vous dirai si c'est bon. Dites-moi, Merci, monsieur Berkoff. Merci à vous. Voilà, n'hésitez pas à rappeler pour nous donner les résultats, alors, Pierre, à plus tard. Et on donne la parole à Marc, qui nous appelle de Perpignan. Bonjour, Marc. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'espère ne pas être trop décalé par rapport à ce que je vais dire, parce que j'ai coupé votre émission et je suis je réponds à un mail, donc je ne sais pas du tout où vous en êtes exactement. Mais allez-y, pas de problème. Je voulais simplement dire un grand merci au professeur Toussaint, au professeur Perron, Tubiana, Raoult pour leur prise de position, parce que au moins, et vous remercie à vous, Sud Radio aussi, parce qu'au moins vous donnez la parole à ces personnes-là et qui n'ont pas droit à la parole sur les chaînes et les télés publiques, et c'est ou pratiquement pas en tout cas, et c'est pas normal. Une chaîne publique se doit d'être pas aux ordres du gouvernement, mais absolument. Elle est payée par les citoyens, elle se doit d'être diverse et plurielle, effectivement. Exactement. Et je voulais donner donc un grand merci et à une époque où justement les politiques, malheureusement, les femmes et hommes politiques ne prennent pas position par rapport à ça, et je trouve que c'est vraiment malheureux. Heureusement qu'il y a des scientifiques qui sont là pour le faire. Je voulais dire une deuxième chose par rapport à une de vos émissions ce matin. Alors je ne sais pas si c'est en lien, mais par rapport à la mise à mal de l'économie française. Alors c'est pas seulement la mise à mal de l'économie française, c'est aussi le lien social par les prises de décision du gouvernement français. Et il y a quand même, alors moi je suis abonné à la revue Front Populaire de Michel Onfray, et le numéro 2 de la revue est sorti il y a quelques jours, et il y a un article sur la finance internationale, un gouverneur ordre qui dirige le monde, fait par une docteur Valérie Bugeaud, et qui explique aussi, alors on y croit pas, mais qui explique aussi les raisons de cette mise à mal de l'économie française et de l'économie mondiale. Et on apprend aussi les raisons qui font et que le gouvernement sont en train de travailler là-dessus. Vous savez, il y a beaucoup de gens, et heureusement, des publications, des radios, des médias, et puis des gens sur les réseaux sociaux ailleurs qui travaillent justement à l'éclaircissement, qui ne travaillent pas dans l'ombre, justement, qui essaient de travailler dans la lumière, et qui essaient de rétablir les choses et de dire voilà ce qu'il faut. En tout cas, Marc, c'est bien de suivre tout ça, c'est bien de nous suivre, et c'est bien aussi de suivre Front Populaire. Une bonne chose. Voilà. Merci à vous. Agnès Thill, effectivement, on voit qu'il y a du pain sur la planche, là. Et Dieu sait s'il y a du pain sur la planche. Mais là, aujourd'hui, au fond, c'est une question que je voulais vous poser, justement, on n'est pas loin de la fin de l'émission. Est-ce que vous avez l'impression, vous, que
le politique, on voit très bien, on parle tout le temps de la fin des politiques, de la fin de la confiance, de la fin de l'adhésion. Et je veux savoir si vous allez dans vos circonscriptions, vous y êtes tout le temps, enfin en tout cas souvent. Vous sentez ça, vous personnellement, quand je dis personnellement, je ne parle pas de vos combats, de la PMA, etc. Vous, en tant que député, en tant que représentant du peuple, c'est bien ça. Est-ce que vous avez ce sentiment? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Qu'est-ce qu'il y aurait à faire là-dessus? Il me semble, mais ce n'est que moi, mon ressenti, que les gens, effectivement, dans ma circonscription, ne croient plus dans les partis. Il me dit, mais plus en un individu qui est du bon sens. Dans les partis, c'est-à-dire, moi, ils me disent des gens qui n'ont pas voté pour moi, clairement, mais qui me disent au moins vous avez des convictions, vous les défendez, vous avez du bon sens, et on veut au moins quelqu'un de vrai. Je pense que les gens n'en peuvent plus des mensonges. Ils ont le sentiment que tous les partis, depuis 40 ans, ont menti, en fait. On menti. Alors peut-être qu'ils ne pouvaient pas. Il faut savoir où sont les mensonges. Mais clairement, ce gouvernement actuel ment peut-être plus que les autres. Puis en disant une chose et son contraire, enfin, je pense aux néonicotinoïdes, là, par Barbara Pompilou, c'est à hurler de rire. Avant-hier avec Bourdin, elle a affirmé que donc ça disparaîtrait. Et alors qu'elle-même, elle avait signé sous Hollande le fait que ça disparaisse. Maintenant, on les remet pour les betteraves. Je redis que les betteraves ne font pas de fleurs, donc on est tranquille pour les abeilles. Bref, en tout cas, elle affirme que s'il n'y a pas d'alternative, elle l'affirmait il y a 2 jours, ce serait supprimé. Donc écoutez, j'appelle les agriculteurs à voter contre Macron en 2022, sinon c'est la fin de la souveraineté en sucre de la France et la fin de la filière betterave. Mais moi, Barbara Pompili l'a dit. Ce que je crains, c'est qu'on se fasse à nouveau transfigurer par des belles paroles en 2022. Donc je pense qu'il ne va pas falloir qu'on oublie et qu'on ne peut pas quand même demander à ceux qui ont créé les problèmes de les résoudre. Et il ne va pas falloir attendre ça d'eux. Effectivement, je pense que les gens ne croient plus aux partis, ne croient plus aux mensonges. Et c'est ce qui est terrible. Nous-mêmes, nous sommes issus de ce malaise. C'est grave parce qu'on a besoin de ça. Enfin, on a besoin de représentation, même si. Et effectivement, ça ne date pas d'hier et ça ne date pas de Macron. Ça date depuis très longtemps. Nous sommes issus de ce malaise, en fait. Ça n'allait déjà plus. Moi-même, pourquoi je suis venue là, je me disais en 2016, je ne vais pas voter Hollande ni Sarkozy. Pour qui? Donc on est issus de ce malaise. On est les fruits de ce malaise. Le problème, c'est qu'on a été condamnés à réussir et qu'on a échoué. Enfin... Comment vous avez été, juste un mot, vous le racontez dans votre... Comment vous avez été choisi? Ah ça c'est incroyable. En fait, je voulais absolument qu'il soit président puisque à l'époque c'était 2016, donc je disais je ne vais pas voter ni pour Sarkozy ni pour Hollande. Donc pour qui? Donc je me suis penchée sur lui. Fillon non plus, ne vous intéressez pas à l'époque, j'étais absolument pas. C'est pas du tout ma culture. Je ne connaissais même pas ce qu'il y avait à droite quand on m'a accusé dans ce commun. Donc j'ai découvert qu'il y avait plein de micro-partis à droite. Depuis, j'ai découvert, mais je ne savais pas du tout. Donc je me penchais vers lui. Je me disais pourvu que ce soit pas Hollande, mais je me disais non, la preuve puisqu'il s'est émancipé. Il va pas dire ce sera pas du tout pareil. Je vois Benoît Hamon qui est pour le revenu universel. Ah non, ça pas moi du tout. Et donc je voulais absolument qu'il soit président. Et puis peut-être coup de blues. Donc j'ai beaucoup milité, une double vie pour être le travail d'un côté, une double vie de l'autre pour qu'il soit président. Et puis peut-être le coup de blues de décembre en disant mais ça sert à rien tout ça. Si ça se trouve il va peut-être être élu. Et puis il y aura des députés de droite, des députés de gauche. C'est complètement fou. Enfin c'est n'importe quoi. Et le 19 janvier, il fait son appel en disant il y a 577 circonscriptions, il n'y aura aucun accord d'appareil, on mettra 577 candidats et il n'y aura aucune alliance, rien. Donc j'ai candidaté en envoyant CV et lettre de motivation. Je me suis donné le week-end et sitôt cliqué, sitôt oublié. J'ai continué ma vie. Ah oui, vous n'y pensiez plus, quoi. Du tout. Et est-ce que... on se rend même pas compte ce que c'est qu'être député quand on n'a jamais été dedans. Et alors comment, oui. Et j'ai reçu un coup de fil deux mois avant, en me demandant un peu mon projet, si j'étais toujours motivée. Bien sûr, évidemment. Et puis voilà. Et le 11 mai 2017, j'apprends par la presse, je suis au travail, à l'école, devant mon ordinateur, le téléphone sonne et on me dit « C'est vous la candidate de la 2e circonscription de l'Oise ?»
puisque vous le dites. Ah oui, ouais. Et ensuite, c'est voilà, parti. Et c'est parti comme ça. Et voilà, donc... Et vous ne regrettez... Alors, Agnès Thill, aujourd'hui, vous ne regrettez rien? Alors, je regrette rien du tout. Alors, peut-être que ça a fait venir des gens comme moi. Il n'y a quand même pas eu que du négatif. Parce que, pour le coup, moi, je me battrais pour une certaine vérité, pour ce en quoi on a cru et qu'on n'a pas trouvé. Je pense qu'on s'est failli, se sont fait rattraper par le système. Mais précisément, non, je me battrais pour les gens. Ce sont les gens que j'aime et ce sont les gens que je voudrais voir plus heureux. Ainsi soit-il. Eh bien, merci beaucoup Agnès Thill. Je rappelle votre livre, Tu n'es pas des nôtres, aux éditions L'Artilleur. Merci à vous André Berkoff. On vous retrouve évidemment demain dans tous vos états à partir de midi. Je rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube ou en podcast sur sudradio.fr.